Comme ça, s'il y a des gens qui... C'est lancé. Sur mon PC. J'ai lancé là. Eh bien, il est 19 heures. Bonsoir. Merci à tous ceux qui se sont connectés sur cette série de webinars. Le premier a eu lieu le 3 mars. Comme vous le savez, dans le cadre de Mars Bleu, mois consacré au dépistage du cancer du côlon, il y a eu un deuxième webinar le 7 mars, le 10 mars, et il s'agit là du 4e webinar. Vous aurez l'ensemble des webinars à votre disposition plus tard, car ces webinars sont enregistrés. Et si vous êtes connecté en live, vous aurez l'occasion de poser des questions uniquement sous forme de chat et pas sous forme orale. C'est l'organisation interne qui l'a voulu ainsi. Je pourrai réceptionner ces questions et soumettre à notre expert. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir Sébastien Mullet, qui est médecin, MCUPH, maître de conférences universitaires et praticien hospitalier, dans le service d'imagerie médicale ici au CHU Henri Mondor. Il est particulièrement impliqué dans l'imagerie oncologique, notamment digestif, mais pas limité au digestif. Et il va ce soir vous parler de la contribution d'imagerie en général dans le domaine du cancer du côlon. Comme vous avez vu, au cours de ces webinaires, nous ne traitons pas seulement du dépistage, mais nous essayons de vous donner l'aperçu de ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine de la prise en charge du cancer du côlon, mais également de la médecine d'avenir. Donc, Sébastien, merci d'avoir accepté cette invitation et merci de nous ouvrir les perspectives également sur l'avenir de l'imagerie. La parole est à toi. Merci beaucoup, professeur Sobhani. Bonsoir, bonsoir à tous. Je vais vous partager ma présentation. Si j'y arrive. Donc, comme je vous ai dit, pendant qu'il partage son écran, vous aurez l'occasion tout au long de la présentation à nous poser des questions dans la rubrique chat questions-réponses. Les questions me parviennent immédiatement et à la fin du topo, nous ferons la séance questions-réponses. Je pense que tu avais réussi à partager, c'était bien, vous voyez l'écran. Oui, l'accès. Donc peut-être il faut partager et bloquer. Voilà. Parfait. C'est parfait. En 2 pages. Parfait, merci beaucoup. Effectivement, je suis Sébastien Mullet, je suis radiologue ici à l'hôpital Henri Mondor et j'ai le plaisir de vous parler de l'imagerie dans ces sessions consacrées au cancer colorectal et notamment de l'IRM corps entier. Mais avant de parler de l'IRM corps entier, qui est vraiment une modalité d'imagerie en devenir dans cette modalité, revenons un petit peu sur le rôle de l'imagerie en général dans le cancer colorectal. Finalement, pourquoi fait-on des examens d'imagerie dans le cancer colorectal et qu'en attend-on? Eh bien, la première chose est de faire, lorsque le diagnostic est suspecté ou est confirmé, un bilan d'extension de cette maladie qui va permettre de détecter l'extension locale de la lésion, de rechercher d'éventuelles localisations à distance et qui va permettre de guider et d'optimiser la prise en charge thérapeutique qui va être mise en œuvre. Cet examen initial va également servir de base pour une comparaison d'examens lorsque l'on voudra évaluer l'efficacité d'un traitement mis en œuvre et donc faire un comparatif entre un examen réalisé avant et après traitement et évaluer la réponse au traitement. Et enfin, après traitement, il faudra surveiller
l'efficacité du traitement au long cours et s'assurer, lorsque les patients sont en rémission complète, qu'il n'y a pas de récidive locale ou à distance. Et donc, on va chercher à détecter précocement, pour prendre en charge le plus tôt possible, d'éventuelles récidives. Et donc, à chacune de ces étapes, l'imagerie va apporter des informations différentes. Aujourd'hui, pour cette première phase dont je vous parle, qui est vraiment le bilan d'extension lorsque le diagnostic a été posé, l'examen de référence, ce n'est pas l'IRM, c'est le scanner qui doit couvrir les étages thoraciques, abdominal et pelvien, qui utilise un produit de contraste iodé injecté par voie intraveineuse et qui va permettre de faire ce bilan d'extension à la fois local et recherche d'éventuelles lésions à distance pour optimiser la prise en charge thérapeutique. L'IRM ne sera réalisé au niveau hépatique qu'en cas de contre-indication à l'injection de produits de contraste iodé. Dans ce cas-là, une IRM hépatique avec injection de produits de contraste gadoliné ainsi qu'un scanner thoracique sans injection seront réalisés. La seule nuance, c'est en cas de métastase hépatique que l'on souhaite opérer. L'IRM hépatique est réalisé de manière systématique dans ces cas-là. Mais sinon, l'IRM hépatique n'est pas systématique et donc vous voyez que c'est plutôt le scanner qui est en première ligne. Autre nuance, les cas non pas de cancer colique mais de cancer du rectum, où une IRM centrée sur le rectum, une IRM pelvienne, est également réalisée de manière systématique pour faire une évaluation locale de la maladie. Donc le scanner en première ligne et l'IRM peut être réalisé au niveau hépatique ou au niveau du rectum en fonction de la lésion que l'on souhaite analyser. Je vous ai parlé ensuite du rôle de l'imagerie après traitement lorsqu'une résection chirurgicale de la lésion a été effectuée. Et bien là encore, la surveillance du patient au cours du temps va se faire à base de scanner et non pas d'IRM. C'est un scanner tous les 3 mois qui est préconisé au niveau de l'abdomen et du pelvis, ainsi qu'un scanner thoracique dont le rythme va varier selon qu'il y avait des métastases thoraciques initialement ou non. Donc là encore, l'IRM n'est pas l'examen de première intention. Ce scanner, dans le cadre de la surveillance après traitement, a démontré qu'il permettait de réduire la mortalité, de détecter plus précocement les récidives. Donc, la mise en place d'une surveillance radiologique a vraiment un intérêt majeur. Néanmoins, c'est une technique d'imagerie irradiante. Donc, c'est quelque chose qui tout le temps doit rester dans l'esprit des médecins qui demandent cet examen. Et puis, régulièrement, lorsque des anomalies sont détectées en scanner, un certain nombre d'examens supplémentaires sont nécessaires pour arriver au diagnostic de récidive de la maladie. Et notamment, on fait souvent appel à l'IRM, que ce soit pour des anomalies hépatiques ou pelviennes. Et donc, finalement, se pose la question d'aller vers d'autres modalités d'imagerie que du scanner, et notamment vers l'IRM, qui, je vous l'ai dit, pour des anomalies hépatiques, démontre une supériorité par rapport au scanner pour détecter et pour caractériser des anomalies. Au niveau osseux également, il y a une supériorité de l'IRM par rapport au scanner. Je vous montre ici l'exemple d'une métastase osseuse au niveau du bassin, qui est bien visible ici en IRM, après injection d'un produit de contraste à base de gadolinium, qui est bien visible ici en hypersignal en blanc sur cette séquence très intéressante et très importante en oncologie, qui est la séquence de diffusion, alors qu'on ne voyait rien au scanner. Donc l'IRM, pour un certain nombre d'organes, a une supériorité pour la détection et la caractérisation des lésions. C'est également vrai pour les anomalies du péritoine, pour l'évaluation du pelvis, et même pour des organes auxquels on pense moins, comme le poumon, qui est un organe pour lequel le scanner a une très bonne résolution spatiale et en contraste, et apparaît nettement supérieur dans l'esprit des médecins, et c'était le cas jusqu'à récemment. Eh bien, aujourd'hui, des séquences ont été développées. Vous voyez en haut des images de scanner, en bas des images d'IRM, et bien sûr, ce nodule pulmonaire qui est relativement gros, on arrive à le voir en IRM. Et vous voyez qu'ici, ce petit nodule pulmonaire, qui était plus difficile à voir, eh bien, avait été détecté ici dans le cadre d'une IRM. Donc, même pour des organes qui, a priori, sont plus facilement explorables en scanner, on arrive aujourd'hui
à faire une évaluation précise en IRM. Et finalement, l'ensemble de ces éléments nous amène aujourd'hui à envisager l'IRM à l'échelle du corps entier, puisque finalement, on arrive à explorer avec une efficacité importante l'ensemble des organes, grâce à une modalité qui est non irradiante et qui a une résolution en contraste supérieure à ce que nous offre le scanner. Et donc aujourd'hui, vraiment, l'IRM corps entier se pose comme une modalité d'imagerie, notamment en oncologie, qui peut avoir une valeur importante. Alors, comment se passe une IRM corps entier? C'est très différent d'un scanner, puisque vous voyez qu'il va falloir utiliser un certain nombre d'antennes qui vont être positionnées sur le patient, au-dessus de la tête, au-dessus du thorax, au-dessus de l'abdomen et du pelvis. Donc, une mise en place un petit peu différente. L'ensemble de ces différentes antennes et des avancées technologiques majeures ont permis de réaliser ces examens dans un temps d'acquisition qui soit relativement compatible avec ce que l'on peut faire dans un suivi oncologique, qui soit acceptable pour le patient et qui soit faisable à l'échelle d'un service. Et donc, ces examens doivent durer moins d'1 heure. Alors, vous allez me dire, 1 heure, ça reste relativement long, mais pour un examen d'IRM, être capable de faire une imagerie corps entier en moins d'1 heure, c'est quelque chose qui a nécessité des prouesses technologiques qui n'étaient pas possibles il y a 10 ou 15 ans. Que va apporter cette IRM corps entier? Eh bien, je vous l'ai dit, l'IRM apporte une résolution en contraste que l'on n'a pas en scanner, et notamment, on est capable d'avoir des contrastes entre les tissus qui vont être différents, des informations complémentaires entre les séquences qui vont être mises en œuvre, et donc une richesse d'informations qui sera supérieure à ce que l'on peut avoir en scanner. On utilise des produits de contraste qui ne sont pas à base d'iode et qui ont moins de contre-indications que ceux qui sont utilisés au scanner. Et puis, il y a cette fameuse imagerie de diffusion dont je vous parlais, qui est extrêmement sensible pour détecter des lésions anormales et qui va être d'une grande aide en imagerie oncologique. Alors, si on montre ça avec des images, eh bien, vous voyez qu'on est capable de faire une imagerie corps entier. Ce que l'on appelle corps entier, c'est souvent une couverture qui va aller jusqu'à mi-cuisse ou jusqu'à la racine des cuisses, hein, comme ce que l'on va faire quand on fait un scanner avec une couverture thoracique, abdominale et pelvienne. On peut également inclure l'étage encéphalique. Et vous voyez que ici, vous avez un exemple d'image après injection de produits de contraste. Ici, une autre image qui vous montre un contraste entre les organes encore différents, entre le foie ici, par exemple, et puis la rate. Et donc, finalement, une analyse des différents organes beaucoup plus fine que ce que l'on peut en voir en scanner. Si on se concentre sur une seule lésion, je vous montre ici des images d'IRM qui passent par le foie. Le foie est localisé ici, la rate de l'autre côté. Il y a 7 lésions au centre du foie et vous voyez que différentes séquences avec différents contrastes sont réalisées et chaque séquence va apporter une information différente. Et donc finalement, à la fois pour détecter des anomalies et puis pour les caractériser, on va avoir une richesse d'informations supérieure à ce que l'on pouvait avoir avec le scanner. Et donc finalement, devant toutes ces promesses de l'IRM corps entier, se pose la question, y a-t-il une place pour l'IRM corps entier dans le cancer colorectal et notamment pour le bilan d'extension initiale où je vous ai dit que ce bilan reposait essentiellement sur le scanner. La principale difficulté de l'IRM corps entier, c'est la durée d'examen. Je vous ai dit, cette durée peut aller jusqu'à 1 heure quand un scanner nécessite 5 à 10 minutes. Et donc cet examen est souvent perçu comme plus difficile, plus complexe à aborder par les patients par rapport au scanner. Et donc ce travail très intéressant qui a été fait a essayé d'identifier finalement les verrous psychologiques chez les patients pour aller réaliser une IRM corps entier dans le cadre d'un bilan oncologique. Et vraiment, ce qui paraît compliqué, c'est le bruit pendant l'acquisition, puisqu'en IRM, il y a du bruit dans la machine. C'est la durée de cet examen qui est relativement long, et puis le fait d'être un peu plus enfermé dans la machine par rapport à un scanner. Et donc finalement, la question qui se pose, c'est ces différents points sont des limites qui ne donnent pas envie d'aller réaliser cet examen par rapport à un scanner. Qu'est-ce qui pourrait inciter à privilégier cet examen par rapport à un scanner? Quelles sont les attentes de la supériorité de cet examen qui pourraient nous amener à le privilégier? Et donc, cette même équipe anglaise a interrogé des patients qui passaient ces 2 examens dans le cadre
du bilan d'un cancer colorectal en leur demandant finalement quels sont les éléments qui sont les plus importants pour eux. Et les éléments qui sont ressortis, le premier élément qui est ressorti, c'est la précision diagnostique. Les patients veulent que l'examen permette de répondre précisément à la question « y a-t-il des métastases ou non ?» Ensuite, c'était quel est le temps nécessaire pour arriver au diagnostic final. Est-ce que cet examen va permettre de savoir plus vite quelle est vraiment l'extension de la maladie, quel est le traitement optimal? Le point suivant était l'exposition au rayon X. Le fait de ne pas avoir d'exposition au rayon X avec une IRM était un point important. Et enfin, le quatrième élément était justement de ne pas avoir besoin de passer beaucoup d'examens supplémentaires pour arriver au diagnostic final. Donc ça, c'était les 4 points dans cet ordre-là qui étaient les plus importants pour les patients. Et finalement, passer beaucoup de temps dans la machine, vous voyez que ce soit 10 minutes ou 60 minutes, était moins important pour les patients. De même, être dans une machine un peu fermée avec un casque sur la tête, certes, c'est un point plus désagréable que de passer un scanner, mais c'était moins important. Le plus important, c'est vraiment d'avoir une précision diagnostique et d'aller vite vers le diagnostic. C'était ça les points les plus importants pour les patients. L'étape suivante, c'était de dire maintenant, on va vous proposer un protocole d'IRM corps entier et dites-nous si vous préférez ce protocole d'imagerie ou bien l'imagerie standard qui est un scanner qui couvre le thorax, l'abdomen et le pelvis comme on le fait classiquement. Le premier scénario, c'était de dire l'IRM corps entier va durer 1 heure. On aura le diagnostic au bout de 5 semaines après cet examen, alors que c'était uniquement au bout de 3 semaines avec le scanner. Vous ne serez pas exposé au rayon X. Il faudra probablement 2 imageries supplémentaires pour arriver au diagnostic, pour une précision diagnostique qui sera comparable au scanner. Là, évidemment, les patients privilégient le scanner. Un examen plus long qui retarde le diagnostic avec plus d'examens nécessaires, forcément, les patients se tournent vers le scanner. En revanche, lorsqu'on leur dit, cette fois-ci, le délai pour obtenir le diagnostic est le même, peut-être une imagerie supplémentaire comme pour le scanner, la même précision diagnostique. Par contre, l'examen sera un peu plus long, mais vous ne serez pas exposé au rayon X. Attention, vous serez enfermé dans la machine, ce qui n'est pas le cas du scanner. Et bien là, vous voyez, c'est du 50-50. Donc là, les patients sont prêts à passer outre ces inconvénients de l'IRM corps entier, si notamment ça leur permet de ne pas être exposés au rayon X. Et lorsqu'on améliore encore ce protocole d'IRM corps entier, cette fois-ci, on améliore la précision diagnostique. Si on vous dit que l'IRM corps entier a une précision diagnostique supérieure au scanner, eh bien, malgré ce délai plus long, les patients privilégient l'IRM corps entier. Lorsqu'on leur dit qu'il n'y a pas besoin d'imagerie supplémentaire, c'est un examen qui se suffit à lui-même, là, une large majorité des patients préfèrent l'IRM corps entier. Et si en plus on leur dit qu'on peut arriver à un diagnostic plus rapide par rapport au scanner, cette fois-ci, vous voyez que la quasi-totalité des patients préfèrent cet examen. Donc finalement, ce verrou d'un examen qui dure longtemps, dans lequel on est un petit peu plus enfermé dans la machine, ce ne sont pas vraiment les points les plus limitants pour les patients. Ce que les patients attendent, c'est une précision diagnostique importante et d'aller vite au diagnostic. Et donc finalement, est-ce que ces éléments sont réunis par cet examen d'IRM corps entier? Eh bien, toujours ces équipes anglaises ont fait une étude médico-économique qui a évalué l'apport de l'IRM corps entier dans le bilan d'extension initial du cancer colorectal par rapport au scanner et ont démontré que la précision diagnostique était équivalente à celle du scanner, que l'on avait un bilan d'extension qui était réalisé plus rapidement, que l'on allait plus vite au diagnostic initial, donc cela répond parfaitement aux attentes des patients, que l'on diminuait le nombre d'examens nécessaires pour faire un diagnostic précis, là encore, ça va dans le sens des attentes des patients, et puis sur le plan médico-économique, une diminution globale des coûts pour la sécurité sociale. Donc finalement, cette étude, nombre de centres anglais a permis de montrer que l'IRM corps entier répond aux principales attentes des patients et que probablement on doit pouvoir mettre en place ce type de modalité d'imagerie malgré ces inconvénients qui sont essentiellement la durée d'acquisition. Donc ça, c'était pour le bilan d'extension initiale et la question qui se pose maintenant, c'est une fois que les patients ont été traités, est-ce qu'il y a encore une place pour l'IRM corps entier lorsque l'on va surveiller les patients pour être sûr qu'il n'y ait pas de récidive qui apparaissent. Je vous rappelle qu'après traitement, c'est encore une fois le scanner qui est recommandé et qui est réalisé,
qui permet de détecter précocement des récidives, mais souvent au prix d'examens supplémentaires à faire, notamment des IRM hépatiques. Est-ce que l'IRM corps entier permet d'aller plus vite au diagnostic de ces récidives? C'est une question qui n'est pas tranchée aujourd'hui, et c'est une question à laquelle nous allons essayer de répondre au travers d'une étude médico-économique qui va être menée en France et qui va être pilotée par Henri Mondor. C'est l'étude ICECRIM qui va évaluer si une surveillance après résection de cancer colorecto métastatique, mais en rémission complète, permet de détecter des récidives de manière au moins aussi efficiente que le scanner. C'est une étude prospective qui va être lancée, multicentrique sur 14 centres en France, et qui va comparer ces deux modalités d'imagerie. Les principaux critères d'évaluation seront la qualité de vie des patients ainsi que la détection et la précocité de la détection des récidives chez ces patients. Et il y aura un focus important qui sera fait sur l'évaluation de l'acceptabilité par les patients de ces examens d'imagerie. Quels sont les bénéfices attendus pour les patients de cette étude? Eh bien, c'est d'essayer de démontrer qu'ils auront un accès plus fréquent à un traitement curatif des récidives potentielles par rapport à la prise en charge standard. Ce sera de voir si on est capable de détecter plus précocement ces récidives. Est-ce que, comme pour le bilan d'extension initial, on est capable de diminuer le nombre d'examens d'imagerie nécessaires pour faire le diagnostic ici d'une récidive, et puis essayer de montrer qu'il y a une acceptabilité bonne des examens par les patients s'ils ont confiance dans l'examen et dans la précision diagnostique de cet examen. D'un point de vue santé publique, cet examen peut permettre de réduire l'exposition au rayonnement ionisant, au rayon X lié au scanner pour ces patients, et puis peut-être démontrer une diminution des coûts d'imagerie pour cette surveillance au long cours. Voilà, je vous remercie. J'espère vous avoir démontré l'intérêt de l'imagerie dans le cancer colorectal et puis les espoirs qui sont aujourd'hui associés à l'IRM corps entier comme alternative du scanner pour l'évaluation de ce cancer et la surveillance des patients après leur prise en charge thérapeutique. Merci Sébastien pour cet exposé à la fois très clair et dans les temps. Avant de te poser des questions, quelques-unes qui vous reviennent. Procéder à quelques annonces. Demain, mardi, le 15 mars, il y a un stand dans le hall de l'hôpital Henri Mondor qui vous permet de vous renseigner directement auprès des différents acteurs impliqués dans le dépistage du cancer du côlon sur tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le dépistage. Sachez également que les 18 et 28 mars, toujours à l'hôpital Henri Mondor, au 4e étage, le secteur est salle Calypso. La structure de dépistage organisé qui a fait l'ouverture le 3 mars de ces mêmes webinaires met à disposition pour les acteurs, éventuellement les citoyens et leurs apparentés, s'ils sont entre 50 et 74 ans, des tests de dépistage, la possibilité de ressortir les étiquettes et vous remettre des tests de dépistage. Donc, ne manquez pas ces dates 18 et 28 mars. Sachez également que tous les lundis et tous les jeudis à 19h, il y a un webinaire jusqu'à la fin du mois de mars, toujours consacré au cancer du côlon, le dépistage, la nutrition, l'environnement, les facteurs de risque, les tests, etc. Maintenant, venons aux questions. Une question qui est de Béotien, c'est que tout le monde comprend à peu près ce que c'est un scanner, c'est la radiation ionisante, les rayons qui arrivent et une plaque qui est sensible aux rayons, donc qui va faire la différence pour montrer une image du foie, de la rate, etc. Et pour l'IRM, ça marche comment? C'est l'imagerie par résonance magnétique. On a compris qu'il n'y a pas de rayons, mais ça fonctionne comment en fait? C'est champ magnétique autour des cellules, des organes? Comment est fait? Comment l'image est construite?
Alors effectivement, c'est beaucoup plus complexe à appréhender que le scanner, effectivement, et la physique sous-jacente est beaucoup plus complexe à comprendre. Le principe de base, c'est d'exploiter les propriétés paramagnétiques des molécules d'eau présentes dans le corps et d'appliquer un certain nombre de champs magnétiques autour du patient qui vont modifier l'orientation du moment magnétique de ces molécules d'eau. Donc, c'est d'utiliser les propriétés magnétiques, finalement, et paramagnétiques associées aux molécules d'eau dans le corps qui, en les modifiant localement, en appliquant ce qu'on appelle des gradients, en fait, ce sont des petits champs magnétiques autour du patient, permettent d'extraire un signal qui permet de construire l'image. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, mais l'avantage, c'est qu'on n'utilise pas de rayons X, il n'y a pas de rayonnement ionisant, et les molécules d'eau sont présentes partout dans le corps, donc cela permet de faire vraiment une imagerie de l'ensemble des zones anatomiques. J'imagine que c'est parce que le champ magnétique autour d'une tumeur est différent du champ magnétique autour d'un tissu normal adjacent. C'est pour ça que la différence existe et qu'on voit une image aberrante qui pourrait correspondre à une tumeur. Oui, en fait, ce qui va se modifier, ça va être aussi la concentration de cellules. Il va y avoir beaucoup plus de cellules dans donc moins de champs libres, moins de espace libre. Exactement, exactement. Et notamment la séquence de diffusion dont je parlais, qui est vraiment très intéressante. Mais ça nécessite qu'on injecte quelque chose pour la séquence de diffusion. Alors non, la séquence de diffusion, on n'injecte rien du tout. On regarde la capacité des molécules d'eau à se déplacer localement. Et effectivement, lorsque l'on est dans une zone très cellulaire, comme une tumeur, les molécules d'eau vont avoir plus de mal à se déplacer, puisqu'il y a cette cellularité très importante, de même que le tissu autour. Et donc, on regarde vraiment les capacités de diffusion des molécules d'eau localement. Il n'y a pas besoin d'injection de produits de contraste. Après, les examens sont quand même réalisés avec injection de produits de contraste gadolinés qui vont nous apporter une information. Donc ça va augmenter le champ magnétique, c'est ça? Ça va augmenter le contraste du champ magnétique? Ça modifie les propriétés paramagnétiques locales. D'accord. Mais si effectivement quelque chose de pathologique, de tumoral, crée un champ magnétique différent de tissu normal à côté, j'imagine qu'une inflammation ou un abcès ou quelque chose d'autre, ou un corps étranger peut créer ce type de choses aussi. Exactement, exactement. Il peut y avoir effectivement des diagnostics différentiels, il peut y avoir d'autres pathologies que le cancer qui peuvent donner des anomalies et puis modifier les propriétés en IRM, comme c'est le cas au scanner. Néanmoins, l'avantage de l'IRM, c'est de disposer d'un certain nombre de contrastes différents, d'avoir la diffusion, d'avoir des séquences avec injection de produits de contraste, encore d'autres contrastes, qui permettent, en combinant ces différentes informations, d'approcher au mieux le diagnostic et d'essayer de faire la part des choses entre des anomalies liées à une inflammation simple, liées à une infection ou liées à un processus tumoral. Il paraît qu'il y a des gens qui ne devraient pas entrer dans un champ magnétique. Il y a des contre-indications qui sont différentes du scanner? Alors, il y a des contre-indications qui sont différentes, effectivement. Les principales contre-indications sont liées au corps étranger métallique. Donc, ces patients-là ne doivent pas aller dans une IRM. Les patients qui ont un pacemaker… C'est-à-dire, si je me suis fait opérer du dos et il y a une plaque dans mon dos, je ne peux pas entrer dans une machine IRM? Alors, tout va dépendre du type de plaque qui a été mise en place, mais il faut s'assurer auprès du chirurgien que c'est un matériel IRM compatible. Aujourd'hui, la grande majorité des matériaux sont IRM compatibles, donc ça, ce n'est plus une contre-indication. Par contre, tout ce qui est stimulation cardiaque, il faut prendre un avis cardiologique, et là encore, les appareils aujourd'hui ont des modes compatibles avec l'IRM. Il faut le signaler. Il faut le signaler, tout à fait. Bien. Une autre question, c'est finalement, le scanner reste un bon examen. Tout à fait. Et il faut commencer par ça, non? Le scanner est un excellent examen qui est aujourd'hui toujours plus accessible que l'IRM, qui a une durée d'acquisition beaucoup plus simple et donc une acceptabilité par les patients qui reste aujourd'hui tout de même supérieure et qui permet d'apporter une information fiable et rapide. Néanmoins, chez ces patients qui vont avoir des examens d'imagerie répétés, pouvoir envisager une imagerie non irradiante peut avoir du sens et, encore une fois, être capable de détecter rapidement des anomalies pour lesquelles on
n'est pas toujours complètement certain en scanner de sa nature. On va gagner en spécificité avec l'IRM. Donc, c'est une piste qui doit être explorée, qui a toujours été vue comme un examen de deuxième intention, notamment de par sa faible disponibilité et sa durée d'acquisition qui est importante. Si on arrive à travailler sur ces deux points, aujourd'hui les machines IRM sont plus accessibles, on arrive à réduire les temps d'acquisition. Et donc aujourd'hui, l'IRM, petit à petit, est en train de se positionner comme une vraie alternative au scanner, notamment en oncologie, et plus simplement comme un examen de recours. Là, j'ai une question. Un jeune homme de 65 ans qui me dit, rassurez-moi, quand on m'a diagnostiqué le cancer du côlon, on ne m'a jamais fait d'IRM au départ. Pourtant, on m'a opéré, on m'a fait que des scanners et on m'a dit que tout allait bien. Dois-je m'inquiéter? Alors non, bien sûr, l'examen est le scanner est l'examen de référence aujourd'hui dans le bilan du cancer colorectal, et c'est l'examen de référence parce qu'il donne des résultats extrêmement bons. Simplement, les progrès technologiques qui arrivent avec l'IRM nous font envisager pour demain que cet examen puisse également avoir une place. Donc c'est l'imagerie de demain. En première ligne. Mais voilà, dans les recommandations du jour, ce n'est pas encore le cas et on voit bien qu'on travaille pour demain. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait normal d'avoir une prise en charge basée sur le scanner. Je pense que j'ai reflété toutes les questions. Est-ce que toi-même, tu as quelque chose de particulier à remettre la durée, si jamais un jour l'IRM corps entier, nous avons compris, c'est tout en un, se banaliser, ça serait quoi? Tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans? Ça serait pendant combien d'années? Après un traitement de cancer du côlon, par exemple? Oui, tout va dépendre du contexte, mais après un traitement de cancer, probablement que la surveillance pourrait au début être la même que celle qui est faite en scanner, simplement en IRM, si demain on arrive encore à réduire. C'est-à-dire au départ tous les 3 mois éventuellement, et après voilà. On élargit le... Et après on élargit le rythme de surveillance. Tout ça va être en cours d'évaluation, sans doute un peu partout dans le monde, c'est ça? Exactement. On évalue la faisabilité, l'efficacité, et puis lorsque tout ça sera validé, on pourra envisager que cet examen ait sa place en première ligne. Pour l'instant, on explore. Toute dernière question qui nous arrive avant qu'on se sépare. Je me suis fait opérer d'un cancer du rectum. On m'a fait en effet une IRM, mais une TEP IRM qui a duré fort longtemps. Vous n'avez pas parlé de cela, docteur? Tout à fait. Encore une fois, aujourd'hui, c'est le scanner qui est l'imagerie de référence. Dans le cancer du rectum, l'IRM pelvienne est indispensable, puisque vraiment pour la région pelvienne, l'IRM a une supériorité nette sur le scanner. On sait que la TEP apporte beaucoup d'informations également pour le bilan d'extension locale et puis notamment pour les ganglions, et donc va permettre également de guider la prise en charge thérapeutique. Donc naturellement, lorsque l'on voit ces avancées de l'IRM corps entier dans le cancer colorectal, sachant que l'évaluation rectale et périrectale en IRM est indispensable, la TEP IRM apparaît naturellement comme un examen prometteur, là encore pour demain, dans des centres qui disposent de TEP IRM comme Henri Mondor dès aujourd'hui, et c'est une chance, un examen prometteur pour ces cancers. Mais là encore, les recommandations sont l'IRM du rectum et un scanner pour faire le bilan d'extension. Mais probablement que la TEP IRM sera un examen particulièrement intéressant pour les cancers du rectum. Donc le volet TEP apporte des informations supplémentaires. Encore supplémentaires. On voit que l'IRM apporte un panel d'informations plus large peut-être que ce qu'on peut avoir en scanner. La TEP va encore apporter des informations complémentaires, cette fois-ci sur le métabolisme des cellules, qui est encore un autre pan de l'imagerie parfaitement complémentaire et très important en oncologie. Merci beaucoup, c'était très clair, et Merci. J'espère l'année prochaine on pourra parler d'autres aspects d'imagerie médicale innovante. N'oubliez pas donc le 18 et le 28 mars, là, pour ceux qui sont concernés, la remise de tests de dépistage, salle Calypso, 4e étage, CHU Henri Mondor. Bonne soirée. Au revoir.